Bonjour, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle émission d'AQC TV Live. Aujourd'hui, deux sujets assez différents. Un premier sujet sur les responsabilités des constructeurs et puis un deuxième sujet, un petit peu plus technique, sur les installations de recharge des véhicules électriques. Sommaire. Premier sujet, la présomption de responsabilité des constructeurs. J'accueille Sarah Lespinasse. Bonjour Sarah, vous êtes de la Fédération française du bâtiment. Je vous laisse vous présenter. Bonjour Frédéric, donc effectivement, je suis Sarah Lespinasse, je suis responsable du service assurance à la Fédération française du bâtiment. Donc j'imagine qu'on vous interroge souvent sur les questions de responsabilité, mais dites-nous un petit peu, c'est quoi la responsabilité des constructeurs ? Alors la responsabilité d'une manière générale, c'est le fait de devoir réparer un dommage que l'on a causé. Alors ça peut être accidentel, ce n'est pas forcément quelque chose de volontaire, mais il y a des règles de droit qui font qu'on va devoir répondre de dommages que l'on a causés. Donc en matière de construction, nous allons le voir, il y a des responsabilités pendant les travaux, mais également des responsabilités une fois que la réception a été actée. Alors justement, pendant les travaux, commençons par cela, en cours de chantier, un constructeur, on va dire un entrepreneur, mais un constructeur c'est un petit peu plus large, est responsable de quoi ? Alors, ce que l'on dit généralement, c'est que les constructeurs, jusqu'à la réception, ont la garde du chantier. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie qu'à partir du moment où ils ont signé un marché pour réaliser des travaux, s'il se passe quoi que ce soit durant l'exécution des travaux, que ce soit par exemple un incendie, un dégât des eaux, en cours de chantier, ou autre, hein, oui, absolument en cours de chantier, ils seront tenus de reprendre les dégâts qui ont été causés à leur lot. C'est ça que ça signifie la garde. Ça veut dire que tant que je n'ai pas procédé à la réception, je vais devoir réparer les dommages à mes travaux, même s'ils ont été causés par exemple, un autre corps d'État, par un acte de vandalisme, du vol ou un événement climatique. C'est de leur responsabilité. Donc, vous m'avez dit jusqu'à réception de travaux. Donc, on arrive en fin de chantier, à la réception. En quoi c'est important juridiquement de bien prononcer la réception ? Alors, la réception, d'un point de vue de responsabilité des constructeurs et d'assurance construction, c'est important à plusieurs égards. La réception, c'est le moment à partir duquel, finalement, je transfère la garde à la maîtrise d'ouvrage. Donc, jusqu'à la réception, je suis responsable s'il se passe quelque chose. À partir du moment où la réception est actée, c'est le maître d'ouvrage qui en a la garde. Et à partir de là, moi, je vais devoir, en tant que constructeur, un certain nombre de garanties, mais je n'ai plus la garde du chantier. Ça, c'est un premier point essentiel à connaître. Effectivement, concernant oui. la réception. Donc, s'il y a un orage, une inondation, un feu, ce n'est plus de la responsabilité des constructeurs après réception. Absolument, donc c'est important. à partir du moment effectivement où ça a été acté. Donc, vous l'aurez compris, c'est également le moment où démarrent les différentes garanties dues par les constructeurs, dont on va également parler, c'est-à-dire le parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale. Elles commencent toutes les trois à compter de la réception des travaux. Alors, la réception peut prendre plusieurs formes. Comment ça se passe, une réception ? Réception express, tacite, judiciaire ? Alors, l'idéal, on dit que la réception, c'est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Idéalement donc, on va rédiger un PV de réception. Donc, c'est ce qu'on appelle la réception amiable. Donc, on fait la visite de réception, on regarde s'il y a des réserves éventuelles qu'on reporte sur le PV de réception et on a acté et daté la réception. Ça, c'est la situation idéale. Malheureusement, on se rend compte bien souvent, notamment sur les travaux surexistants, qu'elle n'est pas formalisée. On oublie un peu, quoi. On oublie de la faire. Éventuellement. Donc, dans ces conditions-là, on peut passer sur ce qu'on appelle la réception tacite. Et la réception tacite, en l'état actuel de ce que nous disent les juges, ça suppose d'une part la prise de possession de l'ouvrage. Donc, j'occupe le bâtiment. Absolument, c'est tout à fait ça. Et le paiement intégral ou quasi intégral du prix. Si j'ai ces deux éléments-là, il y a ce qu'on appelle présomption de réception tacite. En clair, c'est réceptionné, sauf à ce que, dans le même temps, le client ait fait des récriminations sur la bonne exécution des travaux. Et là, il n'y a pas de réception. D'accord. Un petit mot sur les réserves. Que doit faire le constructeur lorsqu'il y a des réserves à réception ? Eh bien, les lever, c'est-à-dire intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pour procéder à la levée des réserves, c'est-à-dire pour réparer l'ensemble des choses qui ont fait l'objet de réserves. Une fois que c'est fait,
on l'acte par un PV de levée de réserve. D'accord, donc on lève les réserves, on fait le PV. Alors, on en vient tout doucement aux garanties. Vous m'avez dit, il y a 3 types de garanties. On va les prendre une à une. Déjà, la garantie de parfait achèvement. Oui, alors si vous me permettez, juste avant de rentrer Oui. dans le détail de ces garanties, simplement rappeler qui les doit. Ce Oui. sont l'ensemble des constructeurs, c'est-à-dire tous ceux qui ont un contrat avec le maître d'ouvrage. Ça peut être un architecte, le contrôleur technique, les différentes entreprises, les bureaux d'études. À l'inverse, le sous-traitant, lui, a des responsabilités dans le cadre de son contrat de sous-traitance, mais ça, il n'est pas légalement tenu des garanties. C'est ça. Donc, il faudra faire attention au niveau contractuel, au niveau du contrat de sous-traitance à ce moment-là. Tout à fait. C'est ça. Alors, venons-en donc à la garantie de parfait achèvement. Alors, la garantie de parfait achèvement, on en a vu une partie. C'est une garantie qui dure 1 an à compter de la réception et qui oblige les constructeurs, mais là pour le coup les entrepreneurs, à lever les réserves, mais également à réparer tous les désordres qui leur seraient signifiés durant la première année qui suit la réception. Les seules possibilités de s'exonérer à ce stade, c'est l'usure normale ou l'usage. En dehors de ça, les constructeurs sont tenus de revenir et de reprendre. D'accord, donc ce qui leur est peu notifié. de cas d'exonération de cette garantie. Alors la deuxième garantie, qu'on appelle garantie de bon fonctionnement, je vous laisse en dire un petit mot. Je crois qu'on l'appelait la biennale à une époque aussi. Mais Oui. prenons le terme exact. Voilà, les deux termes fonctionnent. Oui. En fait, ça vise une garantie qui est de 2 ans minimum à compter de la réception, qui s'applique aux éléments d'équipement de l'ouvrage. Ces éléments d'équipement doivent être dissociables de l'ouvrage pour donner lieu à l'application de la garantie. Quand on dit dissociable, c'est que je peux les ôter. Facilement. C'est ça. D'accord. C'est comme un convecteur électrique, je vais devoir le dévisser, mais je peux facilement l'enlever. Facilement. Donc, on considère que c'est un élément d'équipement dissociable. S'il présente un problème de fonctionnement, ce fameux convecteur électrique, il pourra donner lieu à l'application de la garantie de bon fonctionnement. À l'inverse, tout ce qui est inerte, du carrelage, un enduit, ne donnera pas lieu à l'application de la garantie de bon fonctionnement. D'accord. Reste la dernière garantie, peut-être la plus importante, ou enfin, en tous les cas, elle est importante et en durée, c'est la décennale. Absolument. C'est le gros morceau. Donc, c'est une garantie, comme son nom l'indique, qui est de 10 ans à compter de la réception et qui couvre les dommages qui affecteraient l'ouvrage et qui auraient pour conséquence soit d'atteindre sa solidité, soit de le rendre ce qu'on appelle impropre à destination. Je vous propose d'aller voir les assureurs. Je les ai rencontrés récemment et on va les écouter. Merci Aude de nous accueillir dans vos locaux de France Assureur. Je vous en prie Frédéric, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Alors, quelles sont vos fonctions chez France Assureur ? Je suis responsable construction. Alors justement, je voudrais qu'on parle un peu d'assurance construction, savoir déjà quels sont les risques qui sont couverts avant réception, c'est-à-dire en cours de chantier. Alors, avant réception, donc en cours de chantier, les dommages qui peuvent intervenir sont de 2 sortes. Vous avez les dommages qui menacent la poursuite du chantier, comme par exemple un effondrement, et les dommages aux tiers. Les dommages aux tiers, ça serait par exemple la chute d'un élément d'échafaudage sur des voitures qui stationnent devant le chantier. Alors là, on est sur les risques. Donc comment peut intervenir cette fois-ci l'assureur par rapport à ces risques ? Alors, l'assureur, il peut intervenir de 2 sortes. Vous avez deux types de contrats qui peuvent être souscrits. Le premier, c'est la TRC, la tout risque chantier. C'est une assurance qui est souscrite par le maître d'ouvrage pour son compte, mais aussi pour le compte des constructeurs, donc les entreprises, l'architecte, qui ont la qualité d'assuré. C'est un contrat qui couvre l'ensemble des risques. En cours de chantier, entre le début et la réception. Tout à fait, voilà, qui peuvent intervenir et qui pourraient endommager la construction. Et ça couvre un nombre d'aléas assez important. Ça va de la catastrophe naturelle à l'effondrement, l'inondation. L'incendie. Tout ça, voilà, tous ces éléments-là. Tout est pris en garantie. Et alors, l'autre nature de garantie apportée par l'assureur ? C'est la responsabilité professionnelle. Alors, la responsabilité civile professionnelle, elle est souscrite par le constructeur en propre. Oui, donc plutôt l'artisan, plutôt le maître d'œuvre, c'est ça ? Tout à fait, exactement. Et puis, elle couvre en fait sa responsabilité pour tous les dommages qui pourraient être causés aux tiers de nature corporelle, matérielle ou immatérielle.
Et cette assurance, alors, vous voulez peut-être que je prenne un Oui. exemple. Oui. C'est l'exemple de travaux de grosses œuvres qui seraient réalisés, qui fragiliseraient l'immeuble voisin. Ça, c'est donc Un en termes dommage de au dommages tiers. matériels. Mhm. Exactement, c'est un dommage au tiers. Et cette assurance, elle a ça d'intéressant qu'elle peut comporter un volet dommage à la construction qui couvrirait les biens en cours de chantier, comme la TRC, Oui. exclusive de la TRC. Mais donc, c'est intéressant de le savoir parce que le constructeur pourrait avoir intérêt à le souscrire si une TRC n'était pas souscrite en cours de chantier. Pour le protéger. Exactement, pour le financièrement. protéger Hein, en oui. fonction de l'importance de l'opération sur laquelle il intervient. Alors là, on est avant la fin du chantier. Après le chantier, après réception, comment ça se passe? Quelles sont les assurances qui sont données? Alors, les risques après réception, ils sont couverts par un certain nombre de garanties, Oui. dont la plus connue est la garantie décennale, parce que c'est la seule qui est obligatoire. Obligatoire, c'est-à-dire légalement obligatoire. Légalement Hein? obligatoire. On doit la souscrire et l'assureur doit la donner, doit enfin, sa garantie, oui. doit la donner, exactement. Alors, la garantie décennale, elle couvre tous les dommages qui surviennent après réception dans les 10 ans de cette date. De la date réception, plus 10 ans. Plus 10 ans, Oui. exactement. Pour tout ce qui est des désordres survenus à l'ouvrage, donc auquel le constructeur a participé, Oui. Mhm. qui entraînent une atteinte à la solidité, ça c'est facile Ça, à c'est comprendre, facile, oui. et ou une Oui. impropriété à destination. Oui. Alors là, la notion, elle est peut-être un petit peu plus difficile à entendre. L'impropriété à destination, si je devais prendre un exemple, c'est un menuisier extérieur qui va intervenir pour poser des fenêtres. Oui. Les fenêtres vont laisser passer l'air. Il va y avoir donc un problème d'étanchéité. Et là, l'ouvrage L'utilisateur ne n'est pourra pas content, utiliser n'est pas- l'ouvrage voilà. Mhm. dans le sens auquel il doit être utilisé, puisqu'il manquera l'étanchéité À de l'air l'ensemble, et à ou à l'air. l'eau, voilà. Exactement. D'accord. Voilà. D'accord. Sur cette garantie décennale, quand est-ce que le constructeur doit l'avoir souscrite? Alors, il doit l'avoir souscrit à l'ouverture du chantier et il doit pouvoir en justifier. Oui, d'accord. Autre nature de garantie que proposent les assureurs? Alors, les autres garanties qui sont proposées après réception, sont toutes des hein. garanties facultatives, donc à la différence de la Oui. décennale qui est obligatoire. Alors, on a la garantie de bon fonctionnement. C'est une garantie qui touche les éléments d'équipement qui ont été posés. C'est pour tout défaut d'éléments d'équipement, ils peuvent être garantis dans les 2 ans de la réception. D'accord. Ça, c'est la première garantie facultative. La deuxième, c'est le même principe que la responsabilité civile professionnelle. C'est une responsabilité civile après réception, au tiers, corporel, matériel, immatériel. Elle a de ça intéressant et il ne faut pas la négliger. Elle peut être une garantie complémentaire à la responsabilité décennale parce que la responsabilité décennale va couvrir la réparation de l'ouvrage, Oui. là où la responsabilité civile va pouvoir couvrir les biens à l'intérieur de l'ouvrage ou une partie des dommages immatériels. C'est une forme d'extension. Voilà, Une mais elle meilleure est, alors, protection. Oui. Tout à fait, c'est une meilleure protection de Pour le l'entreprise constructeur, parce oui. qu'elle couvre plus de choses. Alors, donc on est sur la décennale, on est sur le bon fonctionnement. Et la troisième garantie, la garantie de parfait achèvement, comment ça se passe? Alors la garantie de parfait achèvement, elle est particulière parce qu'elle est de la responsabilité du constructeur. Elle s'appelle garantie, mais elle n'est pas couverte par un contrat d'assurance. C'est le constructeur, dans les 1 an de la réception, qui doit réparation en nature de tous les désordres qui soit figurent au procès-verbal de réception, soit ont été déclarés par le maître d'ouvrage dans cette période de 1 an. Donc c'est à la charge unique du constructeur. Tout à c'est fait. ça, ce n'est pas transférable à l'assureur. Non. D'accord. Alors est-ce que vous avez quelques conseils à donner aux constructeurs au moment de la souscription? Oui, alors ce que je dirais particulièrement, c'est qu'il faut être transparent avec son assureur. Il faut lui donner l'ensemble des informations qui vont lui permettre de proposer toutes les garanties pour bien couvrir l'opération de construction à laquelle le constructeur va intervenir. Alors quel genre d'informations sur l'activité par exemple? Alors l'activité, oui, bien sûr, ça en fait partie, notamment tous les métiers qui sont exercés par Je suis maçon, je suis constructeur. couvreur, voilà, c'est ça? Exactement, mais aussi l'ampleur en fait de l'opération, parce qu'en forçant un peu le trait, Oui. intervenir sur une maison individuelle, ça n'entraîne pas du tout les mêmes risques qu'intervenir sur une construction d'une tour à la Défense. Bien Donc ça, ce sont évidemment. des informations qu'il faut donner à son assureur. D'accord, pour qu'il puisse couvrir
correctement les risques pris par le constructeur. Exactement. Et est-ce qu'il y a d'autres points sensibles un petit peu? Alors, si vous voulez, oui, ce qu'il faut faire, c'est ne jamais négliger, au cours de la vie du contrat, d'informer son assureur de toutes les évolutions qu'il peut y avoir en termes d'activité, de métier. Si vous décidez d'adjoindre un nouveau métier à vos compétences, il faut prévenir l'assureur. Il faut prévenir l'assureur. Si votre structure d'entreprise change, il faut prévenir l'assureur parce que ça lui permettra et ça vous permettra d'ajuster vos garanties et d'avoir la meilleure couverture possible en cas de dommage. Très bien, merci Aude Crépin de France Assureur. Merci pour toutes ces précisions. Retour sur le plateau d'AQC TV Live avec Sarah Lespinasse de la Fédération française du bâtiment. Peut-être une dernière question. Si je suis bien assuré, je ne suis plus responsable ? Alors, ce serait bien de pouvoir répondre oui, mais la réalité est un petit peu différente puisque la responsabilité demeure que je sois assuré ou pas. Si je suis bien assuré, idéalement, l'assureur prendra le relais sur la plus grosse partie de l'indemnité. Mais si malheureusement le contrat, pour une raison ou pour une autre, ne peut pas fonctionner, dans ces cas-là, ce seront bien les fonds propres de l'entreprise qui seront exposés pour indemniser la victime. Merci Sarah Lespinasse de la Fédération française du bâtiment pour toutes ces explications. Je vous propose maintenant un autre sujet, un sujet technique, les IRVE, les installations de recharge des véhicules électriques. Autre sujet technique cette fois-ci, les IRVE, les infrastructures de recharge des véhicules électriques. L'agence Qualité Construction a travaillé sur ce sujet récemment et je suis en visio avec Julien Garnier qui a participé activement à ce travail. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Julien, je vous laisse peut-être vous présenter. Donc Julien Garnier, ancien dirigeant du bureau d'études Cardonel Ingénierie et depuis fin 2023, je dirige mon propre bureau d'études spécialisé en électricité, courant fort et courant faible. Donc vous avez participé avec l'ensemble des professionnels à la rédaction de 2 documents, de 2 plaquettes. Quel est votre regard sur les points sensibles des IRVE? Quels sont les conseils principaux? Alors, les installations de recharge des véhicules électriques, il faut les considérer de la même manière qu'une station-service dans laquelle on va faire son plein. Dans cette station-service, on manipule du carburant, un fluide qui est dangereux, on le sait, on sent l'odeur, il y a des risques d'incendie. Eh ben, c'est exactement la même chose avec les installations de recharge. Ce sont des points de distribution d'énergie, à la différence que le fluide qu'on va utiliser, c'est de l'électricité, qui reste un fluide dangereux, qui est inodore, incolore, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas palper. Et donc, ce fluide va générer également des risques d'incendie, de surchauffe et de dégradation du véhicule électrique. Donc, il faut rester vigilant quant à l'usage de ce fluide. Donc, risque incendie, risque électrocution. Mais pour autant, est-ce qu'un particulier pourrait faire un branchement direct de son véhicule avec son installation électrique existante? Alors, il est vrai que les socles de prise sont identiques sur les cordons qui sont fournis avec les véhicules de recharge électrique. Néanmoins, on a parlé de puissance distribuée et les prises domestiques traditionnelles ne sont pas adaptées à délivrer la puissance dont a besoin le véhicule pour se recharger. Dans le pire des cas, on peut installer une prise renforcée qui permet de pourvoir à ce besoin et qui est dédiée, ou une borne de recharge qui, elle, est parfaitement adaptée à délivrer cette puissance. Donc, plutôt, même, il faut faire appel à un installateur dans ce domaine. Il y a une autre question qu'on entend souvent aussi, c'est si je mets des panneaux photovoltaïques, est-ce que c'est cohérent avec une IRVE? Alors, sur la production de photovoltaïque, oui et non. Ça va dépendre de l'usage qu'on fait de son véhicule et du moment où produisent les panneaux. Alors, les panneaux produisent au moment où ils sont illuminés, ensoleillés. Et généralement, on va plutôt recharger son véhicule la nuit. Donc, on comprend bien que la production des panneaux ne va pas servir directement à recharger le véhicule, va être plutôt réinjectée dans le réseau ou autoconsommée. Donc, ça pourrait paraître une bonne idée. Néanmoins, je suis quand même réservé, sauf à recharger son véhicule la journée, ce qui n'est pas forcément le cas d'usage le plus courant sur la recharge de véhicules électriques. Et en copropriété, est-ce qu'il y a des points spécifiques? Je pense peut-être aux questions de délai
entre la décision et la mise en œuvre. Dans une copropriété, on va se retrouver avec des installations qui sont d'ampleur beaucoup plus importante qu'à titre individuel. On va avoir des parkings d'une plus grande ampleur, donc des installations qui vont avoir besoin de plus de puissance, qui sont plus conséquentes, qui vont avoir un tableau électrique dédié et surtout la capacité du réseau de distribution à desservir cette puissance. Donc cette installation, il va falloir, avant même de décider de la réaliser, faire une étude préalable. Ensuite, cette étude préalable, il va falloir la soumettre avec les devis d'entreprise au vote des copropriétaires. Ce sont des travaux qui sont votés en assemblée générale. Il faut ensuite financer ces travaux, réaliser ces travaux. Donc effectivement, l'installation de bornes de recharge en copropriété prend beaucoup plus de temps qu'en maison individuelle puisqu'on est lié au cycle de fonctionnement de la copropriété. Donc, il faut des installateurs bien formés, bien compétents, qualifiés. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces qualifications? Tout à fait. Alors, en France, les qualifications sont régies par des organismes indépendants. Je pense notamment pour les bureaux d'études qui interviennent en amont à l'OPQEBI qui délivre une qualification spécifique, mais aussi à d'autres organismes pour les installateurs qui vont délivrer des qualifications qui attestent de leur capacité à réaliser ces installations dans les normes et en respectant la réglementation et dans de bonnes conditions de sécurité. Alors justement, je vous propose qu'on parte sur 2 chantiers, voire un installateur dans une maison individuelle et un logement collectif. Monsieur Tizio, présentez-nous déjà votre entreprise. Donc oui, Société Electropure, nous avons été créés en 2016 sur la partie électrique. Depuis cette époque, nous sommes qualifiés par Qualifelec sur l'IRVE et le photovoltaïque. Nous sommes ici sur une maison individuelle. J'ai été contacté par l'architecte missionné par le client. Aujourd'hui, il est équipé d'un véhicule hybride, donc il a un besoin en recharge qui est assez limité. Par contre, à terme, il va évoluer vers un véhicule à 100% électrique. Donc cette borne va pouvoir évoluer en fonction de la demande du client. Oui, tout à fait. Nous estimons que d'ici 6 mois, 1 an, le propriétaire changera de véhicule, passera sur un véhicule 100% électrique. Et à ce moment-là, je pense que nous allons passer, je lui proposerai de passer sur une borne de 11 kg, donc en version triphasée. Et cette borne monophasée sera déplacée dans le sous-sol pour alimenter un véhicule électrique de plus petite envergure. Y a-t-il d'autres éléments de pilotage sur cette borne? Oui, aujourd'hui, il est hors de question d'installer sur une résidence individuelle un véhicule qui n'est pas équipé de la fonction téléinformation client, ce qu'on appelle la TIC. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un élément de conversation entre la borne et le compteur. Le compteur dira à la borne en temps réel quelle puissance est disponible et de quelle puissance elle dispose pour pouvoir recharger le véhicule électrique. Nous considérons que c'est un élément secondaire sur une résidence. Une fois l'installation faite, pour la mise en route, ça se passe comment? Alors la mise en service comprend 3 étapes. La première étape, c'est évidemment le raccordement du câble sur la borne et du câble au tableau électrique sur la protection différentielle qui va bien, puisqu'en fait on a une exigence en termes de protection au tableau électrique sur une ligne spécialisée et sur une protection spécialisée. Ça, c'est le prérequis pour pouvoir ensuite tester si la borne est réellement fonctionnelle. On se déplace avec un testeur de borne qui nous permet de tester toutes les fonctionnalités sur la borne. Donc on simule le véhicule, on simule les puissances qui vont être délivrées au véhicule et on simule également les défauts qui pourraient survenir sur cette borne et sur le véhicule. Donc ça nous permet en fait d'apporter une vigilance avant que la 3e étape, celle où effectivement nous allons fournir le produit au client pour qu'il puisse sans problème et sans aucun dommage connecter son véhicule à la borne. Monsieur Tizio, quelles seraient les quelques recommandations que vous feriez à un professionnel? Ces bornes intègrent des fonctions qui ne sont pas décrites par la norme NFC 1500. Ces bornes intègrent de la communication, des choses qu'on ne peut pas apprendre par soi-même et qu'il est important d'apprendre et pour lesquelles il est important de se qualifier.
On est maintenant sur votre chantier. Oui. Je vais vous demander peut-être de décrire l'infrastructure que vous mettez en place parmi les différents modèles d'infrastructure qui existent. Quel est le choix qui a été fait sur cette copropriété? Alors après étude de l'ensemble des solutions possibles, nous avons opté pour un point de livraison dédié qui sera réalisé à partir d'un tarif C4, donc ce qu'on appelait anciennement tarif jaune. Depuis ce tarif C4, nous avons distribué une armoire capable de fournir 50 points de recharge et actuellement nous en avons en cours de déploiement 14. Mais l'infrastructure donc permettra à terme de distribuer un tiers des emplacements de parking. Là, ce sont les disjoncteurs. Tout à fait. Donc les bornes de recharge n'intégrant pas la protection 6 mA DC, nous avons donc bien pour chaque borne des disjoncteurs différentiels de type HPI permettant de sécuriser chacune des bornes de recharge qui elles-mêmes chacune est alimentée par un câble 3G10 comme c'est la norme et un câble de communication permettant de gérer la charge des bornes. Alors justement, au niveau de l'individualisation, comment se fait le comptage? Le pilotage se fait par phase, donc sur les 3 phases, en temps réel, le système détecte s'il doit envoyer un ordre de baisse de charge aux bornes et le comptage se fait parce que chaque borne est équipée de son sous-compteur. D'accord, donc pas de nécessité d'un compteur Linky individuel. Aucune nécessité d'un compteur Linky, aucune nécessité de TIC, on a la gestion automatiquement par le sous-compteur et par la gestion de charge dynamique. Mais la puissance appelée de votre installation n'a pas posé de questions En fait, de réseau. nous avons demandé une certaine puissance qu'ils ne nous ont pas octroyée, donc nous avons utilisé la puissance maximum qu'ils nous ont octroyée, c'est-à-dire 160 kV. Retour dans le studio d'AQC-TV Live où je suis avec Julien Garnier, donc bureau d'études électricité, pour parler des IRVE. Julien, peut-être une dernière question. Qu'en est-il du gestionnaire de réseau? Peut-il fournir automatiquement l'électricité demandée? Alors, c'est un grand débat aujourd'hui sur la capacité du réseau à fournir l'énergie nécessaire pour recharger les véhicules électriques. Effectivement, dans certaines configurations, le réseau ne peut pas fournir et alimenter tous les véhicules électriques instantanément et au même moment. Toutefois, les industriels qui fournissent les matériels de recharge et qui les fabriquent ont développé des solutions qui vont permettre de communiquer avec le véhicule, de communiquer avec le réseau de distribution pour servir la charge des véhicules qui en ont le plus besoin et lisser la pointe, l'appel de courant auprès du réseau pour permettre de maintenir la continuité de service et de ne pas faire disjoncter l'installation ou surcharger le réseau. Donc aujourd'hui, effectivement, il existe des systèmes de gestion de la charge qui permettent de lisser cette consommation et de pourvoir aux besoins. Merci Julien. Julien Garnier, donc bureau d'études d'électricité. Je rappelle que vous avez participé activement à la rédaction de 2 documents pour l'agence qualité construction avec l'ensemble des professionnels. Merci. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous les liens utiles dans la description. Prochaine émission en avril. Merci à la technique, Ève, Richard et Lionel. Retrouvez l'intégralité des émissions en replay sur notre chaîne YouTube. Bonne fin de journée.